Bonjour à tous. De l'action et de l'interaction. Cette interaction, l'émission et le fond. Vous assistez en direct à son comité de gestion comme chaque vendredi 14h30. Nous avons le plaisir de répondre à toutes vos questions en direct. Alors lâchez-vous, c'est l'occasion. Je suis en compagnie d'Hubert Tassin, notre analyste. Bonjour Hubert. Bonjour Thomas. On a le plaisir de retrouver Paul Schworer. Bonjour Paul. Bonjour. Vous êtes notre gérant, représentant d'Acer Finance, la maison de gestion avec qui nous sommes associés dans cette aventure, une aventure passionnante. On va le voir tout de suite au gré des infos de la première partie, Tendance. C'est le vrai plaisir de ce métier, on ne s'ennuie jamais ou presque. Hubert, une semaine agitée pour le moins, c'est comme les marins là, c'est force 9, 10. Une semaine agitée, baisse des marchés européens, baisse de 3% par exemple de l'indice CAC 40. L'indice CAC 40 revient en dessous de ce qui était son niveau au début de l'année. L'indice DAX allemand est légèrement au-dessus, mais comme il tient compte du versement de dividendes, en réalité il est également très légèrement en dessous. Donc, tout ça à cause d'un petit baril. Un petit baril, la Grèce, et puis toujours la Banque centrale. Alors, tous ne tombaient pas, mais tous étaient touchés. Il n'y a qu'un secteur qui n'est pas en baisse cette semaine, c'est le secteur des technologies. Et autrement, toutes les valeurs sont touchées. Et quand on descend, Airbus est la plus forte baisse. On va avoir l'occasion d'en reparler. Mais on tombe Saint-Gobain, Nexans, Arcelor, donc des cycliques, mais aussi des bancaires. Alors, la Société Générale et Peugeot. On va prendre les problèmes dans l'ordre. Paul, le pétrole, est-ce qu'on est enfin au point bas? Chaque semaine, on a l'impression, mais on casse des records. On est moins en dessous de ces 60. On n'est pas nécessairement au point bas. Ceci étant, on est arrivé sur la tendance. Donc aujourd'hui, il n'y a plus vraiment d'éléments perturbants dans cette réalité-là. Simplement, la question, c'est de savoir si c'est un choc d'offre ou si c'est un choc de demande. Donc on est parti sur l'idée que c'était un choc d'offre, qu'il y avait finalement trop de pétrole. Grâce au gaz de schiste, on le rappelle jamais assez. Tout à fait. Au pétrole de schiste même. Tout à fait. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir si ce n'est pas plutôt le ralentissement économique qui fait que finalement, il n'y a pas cette demande de pétrole et donc le prix continue à baisser. Et ça serait quand même une moins bonne nouvelle. Ça serait une bien moins bonne Pourquoi nouvelle. est-ce qu'on se pose la question? Enfin, vous êtes économiste, il y a plein de gens talentueux qui regardent ça au microscope. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à savoir? Les PMI qui sont sortis, c'est-à-dire les indices qui analysent la dynamique de la croissance, finalement, n'ont pas été très bons en dehors des États-Unis, que ce soit en Chine, que ce soit en Europe et en particulier en eurozone. Donc on est dans une situation où finalement tout le monde se dit mais la déflation est peut-être là en Europe et le ralentissement économique devant nous. Alors, c'est vrai, sauf que ça se corrige, bien entendu, puisque le pétrole bon marché, est-ce que c'est bon? Oui et non. Alors d'abord non, parce que c'est mauvais pour les indices. D'abord les indices boursiers, quand on parle du CAC 40, il y a un gros poids de Total, mais aussi c'est l'ensemble des indices boursiers qui sont tapés. La deuxième chose, c'est que l'effet positif de la baisse du pétrole, on la verra plutôt dans les comptes du premier semestre 2015. C'est plutôt dans 6 mois qu'on en verra le prix. Alors, on le voit en revanche dans la consommation américaine. Je voyais cette semaine qu'une heure de travail moyen des États-Unis donnait 5 gallons il y a 8 mois et en donne 7 aujourd'hui. Donc, on peut rouler plus. Donc, on peut le rouler plus. Et c'est les spécialistes dodo qui disaient que $40 de baisse du pétrole, c'est 1,8% de transfert de la croissance mondiale. Donc, c'est une bonne nouvelle, mais pas tout de suite. En fait, il y a deux façons d'approcher le sujet. La première, c'est de se dire il va y avoir moins d'investissement. Dans le pétrole. Et en particulier aux États-Unis. Donc ça veut dire que peut-être qu'on n'a pas de risque de surchauffe, vu les niveaux auxquels on est aujourd'hui aux États-Unis. Puis il y a un deuxième niveau qui est de se dire que finalement ça libère du pouvoir d'achat. Et à la veille de Noël, les Américains en particulier vont pouvoir consommer. La Grèce. Alors la Grèce, retour des doutes. Donc c'est une présidentielle un peu compliquée. Le président est élu au suffrage indirect, comme c'était le cas par exemple en France. Quatrième République. Comme c'est le cas en Italie, comme c'est le cas en Allemagne. Le 29 décembre aura lieu le troisième tour. Ils auront probablement jusqu'au troisième tour. S'il n'est pas élu, dissolution de l'Assemblée et risque de rentrer d'eurosceptiques de manière extrêmement forte. Donc on rentre dans ce cycle d'abord des eurosceptiques avec le pic en mai avec les élections en Angleterre. D'avoir un gouvernement d'ultra-gauche qui dirait c'est comment est-ce qu'on sort de l'euro. On sort de l'euro. Alors, la question, c'est est-ce que c'est un problème? Aujourd'hui, les taux grecs sont passés de 7,2% à plus de 9% dans la semaine, le 10 ans. La bourse a perdu 20%. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé?
il y a eu une ruée sur les emprunts des pays solvables, la France et l'Allemagne. Alors, c'est un problème, c'est un catalyseur, Voilà. oui. Mais c'est plus un problème comme c'est plus un problème, puisque ça a été. l'union bancaire est faite, un certain nombre de décisions ont été Et prises. ça veut dire qu'il faudrait sauver la Grèce à coûte que coûte, hein, parce que ça coûterait cher. Si, en effet, l'extrême gauche prenait le pouvoir et disait, bon, bah, on ne rembourse pas les dettes, démerdez-vous, c'est le problème de l'Europe, c'est plus notre problème. On n'est pas tout à fait dans ce schéma-là. On est plutôt dans un schéma qui est de trouver une opportunité pour conduire des élections, déjà. Ensuite, le vrai sujet, c'est est-ce qu'on va en déflation ou est-ce qu'on n'y va pas? Alors là, on a quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'on a une pression qui est négative et qui va forcer la Banque centrale à réagir de façon beaucoup plus énergique par rapport à ce risque-là, qui est le vrai risque. Juste sur la Grèce, pour finir, on n'est pas dans le même, dans le même problématique dans laquelle on était en 2009, où là, les banques, tout le système bancaire européen dépendait de dérivés sur la Grèce. Ouais. La Grèce, maintenant, on sait que c'est un problème. Donc, on n'a pas ce problème-là. En revanche, la question de la déflation, elle se pose pour toutes les autres. Juste un mot encore sur la Grèce pour finir. Est-ce que ce n'est pas finalement une bonne nouvelle de percer l'abcès plutôt que d'attendre 2 mois avec cette épée de Damoclès, de se dire, bon, on anticipe les élections, finalement, ça ne va pas changer en 2 mois? Oui, c'est plutôt une bonne chose. Non, mais un petit phénomène, un battement d'aile de papillon. Les eurosceptiques, c'est plutôt plus gênant quand ça va arriver, comme je le disais tout à l'heure, aux élections en Angleterre au mois de mai, qu'en Grèce, même si l'Angleterre n'est pas dans l'euro. D'ailleurs, le marché obligataire, aujourd'hui, certes en Grèce il bouge, mais les taux portugais, les taux espagnols sont en dessous des taux américains. Au contraire. D'accord. La déflation, on a des chiffres négatifs en France depuis, pour la première fois depuis 1990, si on corrige des variations saisonnières et des excès divers et variés. Ça, c'est quand même une sonnette d'alarme bien plus importante. Oui, ça, c'est très très important. L'inflation réelle ou l'inflation potentielle est négative. On va être en baisse des prix au début de l'année 2015. C'est le cas en France, c'est le cas dans les prix de gros. En Allemagne, quand même, 0,7% de baisse sur un mois. C'est très très important. Il y a un problème de dérive des prix. Donc, je rappelle juste la déflation, c'est la spirale qui fait que comme les prix baissent, les agents économiques n'investissent pas, puisqu'ils savent, c'est la même chose avec votre ordinateur, ils savent que ça sera moins cher dans 6 mois, dans 1 an. Et donc, dans ce contexte, il ne faut pas acheter d'actions. Dans ce contexte, il ne faut pas acheter d'actions, sauf si on considère que la Banque centrale ne va pas faire que des paroles, mais aussi des actes. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Eh bien, on a vu que les déclarations jusqu'à présent étaient de dire si nous tombons en déflation, alors nous agirons. Nous n'aurons pas de tabou, c'est-à-dire qu'on a commencé par parler d'achat d'ABS, on a ensuite parlé d'achat de corporate. ABS, c'est les... Asset-backed securities. Voilà, c'est des portefeuilles de créances. De titrisation de créances, effectivement. Ensuite, on a parlé du financement des obligations corporate, c'est-à-dire des obligations des entreprises qui financent l'économie. On parle beaucoup, hein, mais est-ce qu'on va agir? C'est retenez-moi, je fais un malheur un peu. Ça a été la politique. Sauf que là, aujourd'hui, le chiffre permet de dire on est dans des niveaux qui ne sont plus... Pourquoi Draghi ne bouge pas? Paroles. Moi, mon sentiment, c'est que Draghi ne peut pas faire autrement que bouger. Il a annoncé qu'il allait passer de 2 milliards à presque 3 milliards le total de son bilan. Il faut qu'on va utiliser, je pense, toutes les cartouches. Alors la cartouche des ABS, comme on a dit, donc des crédits à des moyennes entreprises, la cartouche du refinancement de long terme, mais on voit bien que cette semaine, donc l'apport, les emprunts auprès de la BCE sont décevants. C'est la moitié, ils visaient 400 millions, en gros ils ont fait 200 millions en 2 mois, là où ils visaient 400 millions. Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, en fait, le vrai sujet, c'est le programme d'austérité tel qu'il a été conduit dans la logique qui a été posée, n'aboutit pas finalement à sortir de l'ornière, il va falloir inventer autre chose, et la seule solution qui semble disponible, c'est finalement le modèle américain. La planche à billets. Le quantitative easing, et puis aussi donc une transformation. Le rachat de portefeuille d'emprunt d'État. Voilà. Rachat de portefeuille d'emprunt d'État, de créances immobilières. Donc c'est un blanc-seing aux non-réformes de structure. Pas nécessairement, justement, parce qu'aux États-Unis, ce qui se passe, pourquoi on en est là, c'est que le poids du PNB public, ou de la contribution publique dans les dépenses du PNB, a reculé significativement depuis 2007. En revanche, la croissance du PNB privé est autour de 2 à 4%. Et c'est pour ça qu'en fait, la situation fonctionne. Donc, le quantitative easing, s'il vient tout seul, ne sert pas grand-chose. En revanche, s'il est accompagné de réformes et d'un transfert vers le privé ou d'une réduction des dépenses publiques,
on est dans un schéma qui fonctionne. Mais il y a une chose dont on est sûr, on ne sait pas si ça relance la croissance, ces politiques monétaires, mais on est sûr que ça fait baisser les devises. Et ça, c'est quelque chose de positif, c'est que la devise, l'euro, a baissé. Juste et on le voit seulement à partir des résultats du 3e ou du 4e trimestre cette année. Là aussi, on a un effet retard. 38% du chiffre d'affaires des entreprises cotées dans la zone euro est réalisé hors zone euro. 50% hors zone euro et 38% avec le dollar. Donc on dit que 10% de baisse de l'euro contre toutes ces autres devises, c'est 12% de hausse des résultats. Donc on voit que les choses se stabilisent et il y a une chose sûre, si la monnaie, et alors la monnaie, elle permet d'apporter un peu d'inflation quand même. Tout à fait. Bon, avec le schéma japonais qui vient en face, qui a pris un peu d'avance sur nous en quantité de easing, et là, il va falloir qu'on accélère nous. On n'ira pas jusqu'à 50% du PIB sur les banques centrales. Non, mais nous avons de la place. Alors, messieurs, on va passer à la suite. C'était important de faire un éclairage un peu précis et détaillé sur cette partie macro qui a beaucoup d'importance en ce moment. Mais le temps passe, il est temps de regarder notre tableau de bord. Alors, un tableau de bord qui va s'afficher tout de suite. On voit qu'un seul indicateur évolue, la dynamique du momentum de marché qui passe de orange à vert. C'est la petite flèche à côté du point 7. Un commentaire là-dessus, sur cette dynamique, Paul ? C'est quelque chose qui est plutôt positif, qui veut dire que l'accident qui avait vu une baisse de 12% et un rebond de 13% du marché, finalement, est à peu près oublié. Et là, on est peut-être simplement dans une période de consolidation d'un mouvement qui a été très dynamique et très rapide au mois de novembre. Pourtant, ça secoue, donc ce n'est pas du momentum pour autant. Non, c'est plutôt l'idée. Ce que traduit cet indicateur, c'est qu'effectivement, l'accident auquel on a été confronté est en train de se calmer. D'accord. Voilà. Alors, on va faire un zoom sur le momentum microéconomique, pas le momentum de marché. C'est le graphique qui s'affiche, qui est en orange, avec, vous nous le décryptez aussi, Paul, oui. Une barre à 1. En fait, la barre à 1, c'est le niveau d'équilibre, et ce que l'on souhaite trouver, c'est un marché qui serait au-dessus du point 1. Enfin, à ce moment-là, on aurait une dynamique, on pourrait voir d'ailleurs même notre mode évoluer et passer en mode 1. Et ce qui est intéressant, et c'est ce qui me paraît le plus significatif, c'est que on a eu dans les 3 derniers mois, finalement, une espèce d'avortement d'un mouvement qui nous emmenait vers le 1. C'est ce qu'on a eu dans ce mouvement de moins 12 sur le CAC. Et je crois qu'aujourd'hui, regardez les niveaux auxquels il est intéressant, puisque si on trace une droite qui passe par tous les points bas, on est vraiment venu tutoyer cette tendance. On est à la hausse. On pourrait rebondir. Il y a une flèche qu'on pourrait tracer, une pente qui va... Une pente qui part du plus bas de 2009, et on est sur la tendance qui devrait nous amener au premier trimestre. Voilà, et on peut espérer que là, il y a un rebond à attendre qui pourrait être enclenché par... Qui nous permettrait de passer en vert à nouveau. Une BCE qui agirait cette fois-ci, et donc une dynamique qui se renverserait. BCE dollar, je pense que c'est le bon mixte, Oui. même si l'un va sur l'autre. Alors vous avez apporté un autre graphique, les thèmes macro avec les indices PMI, ils sont très éloquents. Pour faire simple. Alors le PMI d'abord, c'est les indicateurs avancés. En fait, ce sont des indicateurs avancés de l'activité économique. Voilà. On interroge les directeurs d'achat, pour être précis, dans les entreprises en disant est-ce que vous comptez acheter plus, moins, moyen, et tout ça compile ce fameux indice PMI. Et avec des résultats très limpides, on est en hausse aux États-Unis, en baisse en Europe et flat en Asie. Alors je préciserai un point, c'est qu'on est au-dessus de 50%. Et on a l'habitude d'admettre que quand on est au-dessus de 50%, on est plutôt en situation de croissance. Quand on est en dessous, on est en situation de ralentissement. Donc si on regarde bien, il y a 3 petites touches qui ont été posées en dessous de 50%. C'est finalement l'Allemagne qui est à 47,2, l'Italie qui est à 47,3 et la France qui est à 45,7, qui montre que là, il y a un ralentissement qui correspond à ce schéma déflationniste et c'est pour ça que le marché baisse. L'ensemble de l'Europe est au-dessus puisqu'on est encore à 50,1. La Chine est autour de 49,9, 50. Et les États-Unis, eux, à l'opposé, sont très dynamiques puisqu'on est à 58,7. Alors, ce qui, moi, me paraît aussi intéressant à regarder, c'est que si on se replace au début de l'année,
la compilation de ces indices que nous faisons chez Acer nous donnait 53,32. Et aujourd'hui, on est à 53,32, alors qu'on a plutôt baissé en Europe, que la Chine a un peu baissé, mais la dynamique globale est meilleure, puisqu'on était à 52,92 en septembre. Alors, le maître mot, de toute façon, c'est la distorsion. C'est le maître mot de finalement toute la problématique financière aujourd'hui. Donc on a la hausse des actifs et la baisse des biens et services, ça c'est pour l'inflation. Mais ce qu'on voit là, c'est-à-dire cette croissance longue finalement aux États-Unis et cette médiocrité ailleurs, c'est quelque chose qui se traduit dans les bénéfices, puisque je voyais que depuis janvier 2009, les bénéfices américains ont monté de 25%, quand les bénéfices de l'Europe ont baissé de 30%. Donc les marchés financiers ne sont pas complètement fous, hein. On a vraiment une valorisation de Wall Street, pour faire large, qui est relativement logique par rapport à celle des marchés européens. Et d'où le jeu sur le dollar qu'on fait en portefeuille, on va y revenir. Donc on reste en mode 3, moralité. On reste en mode 3 et je crois qu'on peut dire que finalement le fait de voir sortir le rocher déflation de l'eau permet de se dire que il va falloir agir cette fois-ci et on pourrait avoir de bonnes surprises. Mais c'est toujours pareil, hein, c'est qu'en fait, on se réjouit d'une mauvaise nouvelle parce qu'on se dit qu'on va prendre un remède qui sera bénéfique. On pense que, pour prendre ce graphe, que M. Draghi va souffler suffisamment fort la BCE pour nous décaler du 3 vers le 2. Dégager les nuages. Parfait, on passe à la performance, si on peut appeler ça comme ça. Oui, il faudrait plutôt parler de contre-performance cette semaine pour Interaction dans le siège du CAC. On fait moins bien cette semaine, moins 4,58% contre un CAC qui abandonne 4,38%. Donc on est en mode défensif, mais pas assez là. Alors, on est en mode défensif, effectivement. On a un mouvement qui est très violent. Parce qu'en fait, les positions qui sont positives sont très rares dans l'indice. On a finalement un accident qui est Airbus, et je crois que ça, c'est important de le savoir. Globalement, depuis le début de l'année, on fait 2,54 contre un indice qui fait 2,44. En fait, on a perdu un petit peu de notre avance à travers les deux accidents qu'on vient de connaître. Quand même. Néanmoins, en mode 3, ce qu'on cherche, c'est faire le CAC et un peu mieux. C'est pas d'amplifier une hausse. Donc, on reste, malgré un accident, on en a eu plusieurs, parce qu'on a eu Néopost et d'une certaine manière Sanofi, on reste au-dessus. On aurait pu espérer que notre position défensive nous mettrait plus à l'abri que cela, mais effectivement, on a pris la baisse d'Airbus, il faut dire les choses comme elles sont. Dans les dents. Alors, on va voir la ventilation sur les différents secteurs. Qu'est-ce que ça donne ? En fait, moi, je crois que ce qui est important, c'est de regarder que sur la poche défensive, on n'a pas, cette semaine, créé de sous-performance. On en a créé, finalement, en particulier sur les semi-cycliques avec Airbus. Et si on revient depuis le début de l'année, finalement, la poche défensive reste une contributrice à la performance. Donc, le choix en lui-même n'est pas aberrant. Le mode 3 reste pertinent. On avait raison de se sortir avec son parapluie. Tout à fait. Si on regarde la dynamique, en effet, des valeurs, depuis la constitution de ce portefeuille Interaction, je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions, c'est le concept de l'interaction même. Qu'est-ce qu'on observe, Paul ? Vous avez apporté ce graphique-là avec ces différentes courbes. Eh bien, on observe que les cycliques, que les défensives sont en fait en haut du tableau, c'est-à-dire qu'elles construisent régulièrement de la performance. En revanche, on a le portefeuille qui est moins satisfaisant, c'est celui de la consommation cyclique. Puisque, effectivement, depuis le début, on a une sous-performance qui se cumule. Alors, il y a un petit changement depuis peu de temps, puisque ça semble s'infléchir, et je crois que ça, c'est important. Et puis, il y a deux choses qu'on peut regarder, c'est que les TMT sont passés sur l'accident Néopost autour du 3, sur l'axe des X, en fait, c'est le 3 décembre. On voit que c'est quelque chose qui est
importante dans notre sous-performance, donc c'est un mauvais choix de titre là-dessus, mais qui est dans les cours. mais qui est dans les cours. Et puis, on voit que les semi-cycliques ont plutôt été contributrices, c'est la courbe bleue, c'est la deuxième, avec l'impact d'Airbus. Voilà, tout à fait. Dans les semi-cycliques. Et cet impact, c'est moins 0,33 sur la semaine. Allez, on va tout de suite passer à la rubrique gestion qui va nous permettre de décortiquer ça. Alors, on va découvrir ce portefeuille tout de rouge teinté. Hein, ça s'y prête presque. Hein, on est à l'époque du Père Noël, mais bon, c'est pas un cadeau. Chaque semaine, on a un gros accident, un gros décrochage. En effet, vous le rappeliez, Sanofi, Neopost, Airbus. Chaque semaine, peut-être pas, mais on a eu plusieurs gros accidents. C'est souvent des changements de communication de la part des managements. De management, pourtant de management, on va dire sérieux. Hein, on va pas dire est-ce que c'est la faute d'Airbus ? Il y a des interrogations sur la 380, il y a des interrogations sur les autres programmes, il y a un bras de fer avec les clients éventuellement, puisqu'on a vu dans la presse un bras de fer entre Airbus et Emirates, qui a été la compagnie qui a permis de faire la 380, qui a donné les premières commandes. Donc ça remet en question beaucoup de choses. Et puis Airbus, c'est une valeur dollar, c'est bien pour ça, puisque les avions se vendent en dollars, c'est bien pour ça qu'il est dans notre portefeuille, mais c'est une valeur dollar qui est couverte, comme on dit, c'est-à-dire que la baisse du dollar est une bonne nouvelle pour les premières commandes, mais pas forcément pour les livraisons d'aujourd'hui. Si on vient sur l'incident de la semaine avec Airbus, c'est quand même le retard de livraison de la 350. Hein. Oui, c'est ça. Ce client qui ne prend pas livraison, qu'est-ce que ça veut dire, Paul ? La conséquence immédiate, c'est que la trésorerie va être mise à mal dans la période qui s'ouvre. Et ça, c'est ce que le marché n'aime pas. Et ce n'est pas la première fois. Voilà, c'est ce qu'il acte tout de suite. Il réagit de façon très violente, puisque tout le monde a joué Airbus. C'est un point important dans l'indice, c'est une valeur dollar, c'était des carnets de commandes qui étaient satisfaisants. Et en l'occurrence, c'est Qatar Airways qui ne prend pas livraison de la 350, oui, même si le dossier... c'est plutôt peut-être une négociation. C'est une négociation. C'est effectivement curieux de voir une négociation... sur l'indice pour une négociation commerciale. C'est un titre qui est forcément volatile, et puis, vous savez qu'Airbus est quand même en guerre permanente avec Boeing, et il peut être en guerre permanente avec Boeing, également sur le plan boursier. Il ne faut pas être naïf avec les Américains. Bien sûr, c'est la grosse gamelle de la semaine. Quoi d'autre dans les informations significatif. Significatif, donc le reste, on est dans la ligne de ce qui s'est passé cette semaine. Encore une fois, tout a baissé. Alors, avec un avantage sur Total en performance relative. Toujours pareil, on a moins d'exposition que dans l'indice, donc finalement on souffre un peu moins. Tout a baissé, donc il ne faut pas non plus se prendre vraiment... C'est pas de la folie. Alors il y a eu un peu d'actualité, une petite actualité sur Santander, donc la banque espagnole, le groupe bancaire espagnol, qui va racheter son activité de crédit de consommation aux États-Unis, qui doit être extrêmement rentable. Donc ça, même s'ils rachètent les minoritaires, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis alors, il y a eu le débat sur les concessions en France, sur les valeurs de service public en France. On sait que quand un État est très endetté, a un gros déficit, les bénéfices qui sont faits à la maison, et les bénéfices des sociétés d'autoroutes qui sont faits à la maison, les bénéfices de la distribution de gaz et d'électricité sont faits à la maison, il y a forcément des inquiétudes qui montent et qui descendent sur les autoroutes. Donc, pourtant, ça remontait plutôt, là, les FG26 cette semaine. Ça a baissé d'abord, et puis ça a remonté derrière quand M. Valls a un peu lâché du lest. Et par ailleurs, quand on est en train de vendre un aéroport qui est celui de Toulouse à des investisseurs, c'est difficile de changer le cahier des charges avec des gens qui ont acheté eux-mêmes une concession de service public. Donc ça va quand même dans les deux sens. C'est un sujet, la valeur d'abonnement est importante dans l'aspect défensif du portefeuille, mais c'est un vrai sujet de savoir si ces valeurs d'abonnement peuvent voir une partie de leur marge prise par l'État, puisqu'encore une fois, quand vous êtes un grand groupe international, vous pouvez diminuer votre taux d'imposition. Quand vous faites des bénéfices à la maison, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, on rappelle les arbitrages et la situation du portefeuille de cette semaine. Paul ? Eh bien, je dirais qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de fort dans nos convictions, c'est qu'en mode 3, il ne faut pas non plus
il faut rester dispersé et rester avec une diversification extrême. Donc, ce n'est pas nécessairement en concentrant. Ce qu'on sait pour la semaine, c'est qu'on a des ordres de souscription. Donc là, dans ce cadre-là, notre démarche, ça va être d'acheter de l'indice et puis progressivement derrière de réaffecter les pondérations. Donc ça, c'est... J'explique, c'est que quand vous souscrivez à Interaction, donc vous achetez une part, vous devenez copropriétaire en fait d'une copropriété, mais on ne veut pas faire supporter à vous et aux autres des frais d'achat quand les lignes sont plus petites, parce que si vous achetez pour une action alors que donc pour 100 euros ou même pour 1000 euros alors qu'il y en a 700 000, il y a 700 000 euros dans la gestion, c'est normal. Pour éviter de pénaliser tout le monde, on attend, et la position d'attente consiste à être totalement hedgé, comme on dit, c'est-à-dire suivre la performance du CAC 40. C'est-à-dire combien 50 000 ? Il faut une ligne de 50 000 pour investir ? Ça va être de toute façon en fonction de la souscription qui va arriver. On va couvrir, après un mouvement de baisse d'une telle ampleur, on ne va surtout pas se mettre à ne pas acheter et attendre que le marché tombe plus bas. Oui, parce qu'on est quand même en mode 3 avec un biais favorable, si j'ose dire. Donc, tout à fait. C'est pas le moment de renforcer l'équilibre. Et la fin d'année s'approche, donc il peut y avoir des manipulations de fin d'année qui peuvent venir jouer là aussi. Les thèmes, ou Paul, pardon, allez-y. Non, alors... Dans les arbitrages qu'on a fait, il y a Allianz, qui est un arbitrage qui est positif d'abord, qui est positif depuis qu'on l'a fait, et qui à la fois donne de la sécurité et donne une vision internationale. Ce qui est important dans les valeurs européennes, c'est de pouvoir s'appuyer sur une croissance américaine, voire mondiale, et c'est notamment le cas d'Allianz. Donc, Allianz, on joue les deux côtés. On joue finalement le fait que la Banque centrale va aider le secteur financier. Soyons pas faux cul. Voilà, c'est une donnée, plus on se rapproche du moment où, c'est certainement ceux des acteurs financiers qui en profiteront le mieux. Donc voilà. Alors ensuite, on va aller sur Thales. C'est-à-dire qu'Airbus, nous ayant un peu déçus, et dans le cadre de la souscription, ne renforcera pas Airbus. On a besoin d'y voir un peu plus clair pour faire une telle opération. En revanche, on n'abandonne pas le secteur de la défense. On a du Thales, donc on ne fait que le renforcer. Voilà, et ça nous permettra de profiter plus facilement de l'exposition dollar, puisque Thales est mieux exposé au dollar. Et puis, le problème d'Airbus, c'est un problème de constructeur d'avions, c'est pas un problème d'équipementier. Ils vont bien, ça fonctionne bien, et c'est ce qu'on va jouer. Et Thales offre un effet de levier sur les contrats du Rafale, et on a l'impression que maintenant, on va vendre des Rafales. Et ça serait vraiment une nouvelle absolument formidable pour Thales. Pour qu'on suive très précisément, on était à 2,5% d'Alliance. Ce que vous me dites, c'est qu'on va renforcer la ligne Alliance à 4,5. Thales, on était déjà investi à hauteur de 3,3, on va monter à 4. Tout à fait. Oui, c'est ça l'idée. Ça, c'est cohérent avec tout ce qu'on a dit depuis le début de la séance, mais aussi depuis le début de la gestion du fonds. Dans une logique dollar et dans une logique de retour aux investisseurs et de rendement, en fait, on va rentrer Sodexo. Alors, Sodexo, on en a parlé longuement. On en a parlé plusieurs fois. On en a parlé 3 fois. Moi, ça me tient à cœur parce que je cherche des effets leviers sur la croissance américaine. Je cherche à bénéficier de cette hausse du dollar. On est vraiment dedans. Alors, sur Sodexo, il y a un bon timing d'entrée puisque Sodexo publie d'assez bonnes performances, mais son concurrent Elior a un peu déçu cette semaine. Donc, c'est pas plus mal. Ça fait revenir un peu de papier, comme on dit. C'est-à-dire qu'on va pouvoir rentrer dans des conditions qui sont favorables. Sodexo, c'est un des leaders mondiaux de la restauration collective. Et du facility management, c'est un virage qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire fournir davantage de services. Il n'y a pas que la cantine, mais il y a aussi l'accueil, l'entretien, etc. Mais bon, c'est considérable aux États-Unis. Donc, le potentiel. On n'en avait pas, on va mettre une ligne à hauteur de 2%, du portefeuille. What else ? On va dans le même ordre d'idée, puisque c'est un peu le même secteur. Regardez Accor qui lui aussi est aux États-Unis. Il est aux États-Unis et en Europe, il est sur la clientèle d'affaires et qui vit en dollars pour l'essentiel. Voilà. Donc là, on va aussi mettre une ligne d'accord. On a déjà du accord. On va la remonter à 3%. On l'a rentré il y a 15 jours. C'était le concept, c'est l'Amérique. Et puis le pari du management sur le rapatriement des marges de commercialisation à la maison aussi, par le biais de ses ventes en ligne. C'est très très important, c'est vraiment un virage très important qui a été pris par Accor, et on l'attendait parce qu'aujourd'hui,
tout ce métier-là et les métiers des transports, essayent de récupérer des marges sur les gens qui vendent en ligne au rabais. Encore deux valeurs, Telefonica et Veolia. Voilà, Telefonica, il se passe des choses en Angleterre dans la téléphonie mobile. Et là, c'est un catalyseur pour nous d'une transformation qui devrait s'accélérer. Et donc, toute la partie, on a déjà Orange dans le portefeuille qui est significatif et qui est une très belle contribution depuis la création. Donc, on va renforcer Telefonica, on va monter à 3% pour essayer de profiter de tout ce réaménagement. Au lieu de 2,2 actuellement, et Veolia, donc avec un objectif de 4%, alors qu'actuellement, Veolia, on est à combien ? Veolia, on doit être à 3,2. On renforce. Ça, c'est une valeur qui est depuis le début. Les autres valeurs sont des valeurs on monte finalement progressivement, on monte progressivement en alliance, on monte progressivement en téléphonie. Donc on se renforce sur ses convictions fortes. On se renforce sur ses convictions sans que le mode soit changé. Parce que le jour où on changera de mode, il y aura des arbitrages plus importants. Pourquoi Veolia alors ? Veolia, l'idée c'est que les gains dans le retraitement sont un peu meilleurs que ce qu'ils étaient et la dynamique est plutôt favorable. Et donc on pense que les marges restent dans une phase d'amélioration. Donc c'est ce qu'on veut jouer. Et donc tous ces arbitrages, on le rappelle, dans un contexte de baisse du marché pour profiter justement de ces petits reculs des actions et moyenner la baisse. Alors il y a une question dans tout ça, c'est Total. Total, c'est le poids lourd du CAC 40, c'est aussi ce qui explique un peu la baisse du CAC 40. Et la question, donc ce que disent les boursiers, on n'attrape pas un couteau qui tombe, parce qu'évidemment, sinon on se coupe, mais est-ce que le couteau n'est pas en train de se ficher dans la terre et est-ce que ce n'est pas le moment, finalement, de revenir sur les pétrolières ? Est-ce qu'un pétrole aux alentours de $60 le baril, il y a encore beaucoup à perdre ? C'est ça, c'est la question que je pose parce que je n'ai pas de conviction. Alors, aujourd'hui, nous, c'est un sujet de réflexion sérieux et on n'a pas de réponse instantanée, mais c'est vraiment ce qui nous préoccupe de regarder ce que peut faire Total. Est-ce que ce n'est pas le moment de revenir parce qu'effectivement, il a beaucoup baissé, mais vu son poids dans l'indice, les achats de fin d'année pourraient venir changer un peu la donne. Donc, c'est un sujet de réflexion très sérieux. Dans le portefeuille, dans l'interaction, ça en vaut 9 entre 9 et 10, quoi, ça a baissé en proportion, mais si Total démarre, il ne faut pas qu'on patine au moment du démarrage du CAC 40. On a de la surperformance sur Total finalement, en relatif. On a bien joué. Il ne faudrait pas que parce qu'elle rebondit et qu'on sous-pondéré, on abandonne ce terrain. Donc pour l'instant, on ne touche pas. Là, à l'instant T, nous n'avons pas de certitude sur le fait d'acheter, mais ça fait partie des sujets qu'on va regarder très sérieusement. Il y a une grosse communication, alors moins de Total, puisque comme vous savez, il y a eu un changement de président, mais de BP, de Shell. On voit que les majors sont en train de communiquer sur la manière dont elles répondent à cette stratégie, à cet environnement nouveau de pétrole bas, qui les favorise un peu, puisque le pétrole bas marginalise un peu le gaz de schiste, et donc les grandes majors, comme Total ou Shell, en profitent. C'est un billard à plusieurs bandes. Dernière question, Hubert, qu'est-ce que vous avez sur le radar ? Vous avez toujours dans votre besace donc là, on en a fait beaucoup. On a fait beaucoup de nos propositions conjointes. Allez, la question, c'est est-ce qu'il y a assez d'États-Unis dans le portefeuille ? Donc voilà, c'est... moi j'ai des idées, comme j'ai déjà parlé de Publicis, j'ai déjà parlé d'Ingenico. C'est vraiment de l'Amérique. La deuxième question, est-ce que dans les valeurs d'abonnement, on ne peut pas muter à un moment quelconque des valeurs d'abonnement liées à l'énergie, GDF, Suez et EDF, vers d'autres valeurs d'abonnement, et je pense à Eutelsat, donc qui envoie des satellites en l'air, c'est aussi du long terme. Hein, alors, deux bonnes questions, Paul. Plus d'États-Unis, Publicis, Ingenico ? Pour l'instant, c'est des sujets qu'on regarde, mais on n'a pas pris de décision. Certes, Publicis va faire des annonces, fait des annonces en ce moment en stratégie, donc ça sera peut-être l'occasion de se poser des questions. Mais... Publicis, il y a un problème de management, c'est que le président Maurice Lévy avait annoncé une fusion qui lui permettait de partir par le haut, il est toujours là. Alors, son prédécesseur, Marcel Blanchet, est resté jusqu'à 80 aidés, mais c'est un vrai problème dans un secteur où la personnalité, et c'est une personnalité très exceptionnelle lui-même, compte. Tout à fait. Donc voilà, sinon sur la question des abonnements, switcher l'énergie sur d'autres valeurs d'abonnement, vous allez me dire que vous regardez. Non, je ne vais pas vous dire qu'on regarde, c'est qu'aujourd'hui on est quand même convaincu que c'est que le grand bénéfice, la décennie, c'est une décennie d'offres d'énergie pas chère. Ouais.
Donc, sortir d'un secteur de l'énergie comme ça, c'est difficile. Et par contre, il y a des arbitrages à faire. Il y a des entreprises qui vont bien le faire, il y en a d'autres qui vont moins bien le faire. Il est intéressant de regarder, par exemple, la façon dont, sur une zone qui est totalement différente, qui est la Chine, l'indice chinois évolue et l'indice des producteurs de panneaux solaires fonctionne. Voilà. Avec des mouvements qui sont forts, c'est plus que des signaux faibles. E.ON qui sort des énergies fossiles et nucléaires pour aller sur l'énergie renouvelable aussi. Donc le secteur de l'énergie, l'Europe qui veut investir sur les transports et sur l'énergie, de secteurs corrélés. Bon, on voit bien que c'est un thème dont on va reparler. On en reparlera, oui. À l'occasion de ces émissions interactives. Merci à vous deux, merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure.